l'économie, c'est oikos nomia. Oikos, c'est le site. En tant que personne, anthropologiquement, je suis situé. Et donc, si effectivement j'entends parler de mondialisation, je suis dans quelque chose qui est inaudible pour le sens profond, pour ma sensation presque cellulaire de ce que je vis. Ça n'est pas moi. Je crois à l'urgence de réaliser que oikos nomia, la nomia, nomos, c'est la règle, c'est le corpus de règles qui gère et qui régit la façon dont nous administrons cette demeure que nous avons en commun, ce site dans lequel nous sommes. Et d'ailleurs, les Grecs l'utilisaient dans une acception qui était véritablement domestique. Ils lui opposaient le politeia de l'action politique. Et aujourd'hui, on est dans un phénomène complètement renversé. Et du coup, on oppose l'économique et le social. Comme si le social, c'était le côté privé, personnel, voire d'ailleurs de l'action des autorités publiques et politiques. Et en face, il y a l'économie, sans réaliser que ça n'est qu'une seule et même réalité. Voilà, donc cette prise de conscience que si j'acceptais de briser les codes dans lesquels j'ai été éduqué, formé, pour voir le monde avec les yeux de ma vie à moi, en tant que, à l'époque, jeune adulte, j'avais 30 ans, là où j'étais, avec les gens que je connais, que j'aime, avec des rencontres, peut-être que j'arriverai à vivre l'économie autrement. C'était un pari et je continue à le faire tous les jours. Je ne suis pas certain, et ça fait partie de mes doutes, je ne suis pas certain d'avoir raison. Je n'ai pas de certitude. Si j'avais une certitude, j'aurais écrit un livre programmatique. Je partage simplement le fait qu'on peut remettre en question les évidences dans lesquelles nous travaillons tous. Quand on nous dit que le rôle d'une entreprise, c'est de maximiser la valeur pour les actionnaires, il n'y a aucune démonstration de ça. Ça n'est pas un axiome qui a été posé un jour. On nous dit que c'est un théorème, c'est-à-dire quelque chose que vous pouvez démontrer. Et le lobby de Wall Street, les grandes firmes de Wall Street, ont pendant 30 ans arrosé de leur budget les grandes universités américaines pour favoriser la production académique, la recherche, l'enseignement, qui a visé graduellement à convaincre le monde entier finalement que le rôle d'une entreprise, c'est effectivement de maximiser la valeur pour les actionnaires. Mais c'est un groupe d'intérêt très précis qui a décidé l'expansion de ce modèle. On peut même très facilement non seulement prétendre, mais démontrer l'inverse. C'est-à-dire que si au nom de cette maxime, nous arrêtons de payer nos salariés parce que nous devons absolument maximiser le profit, nos salariés iront, heureusement pour eux, travailler ailleurs. Et donc l'entreprise, elle va s'arrêter tout de suite. Donc on peut même très facilement démontrer que, à l'inverse de ce que nous dit Wall Street, et de ce que nous répétons tous, et de ce que nos écoles de gestion maintenant enseignent, etc., l'entreprise n'existe que parce qu'elle a une utilité sociale. Elle n'est qu'une organisation contingente de moyens, de production, de biens et de services, de richesses, qui n'existe que parce que cette richesse est partagée, et qu'elle est partagée avec un nombre suffisamment large de ses parties prenantes pour que l'ensemble s'équilibre et que cette ouverture à l'altérité continue à pouvoir fonctionner. Le jour où on tire trop fort d'un côté et qu'une seule de ces parties prenantes fait une OPA sur la richesse qui est créée, ça s'arrête, comme je viens de le dire. Alors on n'en est pas toujours là encore, donc les entreprises continuent. Mais c'est bel et bien dans ce paradigme-là qu'on se situe, et donc je pense qu'il faut ouvrir les yeux sur le fait que cette règle qu'on nous impose, dont nous pensons désormais qu'elle fait partie du système, et que ce système est immuable, c'est une fiction. C'est une fiction que nous avons, pour un certain nombre d'entre nous, à laquelle nous avons accepté de croire, parce qu'elle arrange aussi beaucoup d'entre nous. C'est plus facile de se dire que, effectivement, je peux être gentil le soir et méchant toute la journée, que de se demander jusqu'où je peux être méchant, et est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le soir, le matin et la journée.
je trouve extrêmement, du coup, dangereux cette dichotomie entre l'économie et le social. Non seulement on voit que ça n'est pas comme ça que fonctionnent véritablement les entreprises, mais nous, même en tant qu'acteurs, où est-ce que je mets la limite de la gratuité? Est-ce que d'un côté, il est vrai qu'il y a une vie privée, associative, familiale, dans laquelle c'est tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, et c'est les bisounours, c'est rien que de l'amour, de l'eau fraîche et de la gratuité. Et puis d'un autre côté, 12 heures par jour, je peux taper sur la figure de mes petits camarades parce qu'on est dans le milieu professionnel, et puis j'ai lu les bonnes théories qui disent que la main invisible du marché s'occupera de répartir de façon optimale les ressources, selon la bonne vieille maxime qui dit que si chacun des acteurs poursuit son intérêt bien compris, c'est le modèle optimal du libéralisme. Alors, à ceux ou celles qui vivent dans cet esprit qui consiste, comme je l'ai sans doute fait moi-même, à séparer complètement les deux et de façon plus ou moins étanche, je dis observez ce que c'est que l'économie. Oikos nomia. Oikos nomia, c'est présent dans notre vie de famille, c'est présent dans nos relations conjugales. Quand je demande à mes enfants de mettre le couvert, quand je leur demande de ranger leur chambre, quand la plus grande garde le dernier, ce sont des transactions microéconomiques. Sinon, il va falloir que quelqu'un que nous payerons le fasse. Donc on est bien dans une relation d'échange. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire que la famille, c'est juste la gratuité et l'amour. La réalité, c'est qu'il y a une place pour l'économie dans la famille. Les services qu'on se rend mutuellement, c'est pas parce qu'ils sont pas monétisés, qui font l'objet de transactions qui d'ailleurs le sont parfois au travers de l'argent de poche. Il a fallu au fur et à mesure du temps qu'on accepte de rémunérer nos adolescents pour que ça continue à fonctionner comme ça. Mais à partir de quand on devient adolescent et à partir de quand l'argent de poche ça devient une transaction microéconomique? C'est compliqué.